Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler l'Empire britannique afin d'introduire le chapitre sur la Révolution américaine. Pour faire ton travail aujourd'hui, tu auras besoin d'un crayon à la mine, de ton efface, d'un crayon Sharpie noir, ainsi que de 2 crayons de couleur, un rouge et un mauve. Je te laisse sortir ton matériel. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons écrire notre titre sur la carte. Ça va être notre indicateur pour clarifier notre sujet. Alors, le titre va être l'Empire britannique. Et on a déjà travaillé le concept d'empire lors des cours précédents, lorsque nous avons parlé de l'expansion européenne dans le monde. On a parlé de l'Empire français, l'Empire espagnol, l'Empire portugais, l'Empire britannique. Et ici, l'Empire fait référence au fait à un territoire, une métropole qui va posséder des colonies. Et notre carte va présenter l'Empire britannique avant la Révolution américaine. L'Empire britannique avant la Révolution américaine. Tu peux, si tu n'as pas fait de faute de français, moi je vais vérifier que j'en ai pas fait non plus, je vais repasser au crayon Sharpie noir ici. Lors des prochains cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir pourquoi les 13 colonies britanniques vont vouloir faire leur indépendance. On va voir les causes de l'indépendance. On va voir la guerre d'indépendance. Puis on va voir les conséquences de cette révolution. Maintenant, qu'est-ce qu'une révolution? C'est d'abord et avant tout notre concept principal. Lorsqu'on parle de révolution, on va parler de changement. C'est notre concept central pour le chapitre sur les révolutions. En secondaire 2, tu es supposé de voir soit la Révolution américaine, soit la Révolution française. Nous, on va y aller avec la Révolution américaine. Donc, notre concept principal, c'est celui de révolution. Qu'est-ce qu'une révolution? Déjà en partant, une révolution, c'est un changement très important, mais qu'est-ce qui va amener le changement? Ça, c'est la partie la plus difficile à comprendre. C'est une révolution va se passer lorsque le peuple, ça c'est les habitants d'un territoire, renverse le régime politique en place. Je vais le mettre dans un carré. Ici, j'aurais pu choisir le terme gouvernement. Je veux associer la notion de révolution à renverser un régime politique. Puis dans ce cas-ci ici, ça va être un régime politique qui va être non démocratique pour le remplacer par un régime politique démocratique. Pour passer d'une monarchie à un système qui va être démocratique. Et lorsqu'il va y avoir renverse le régime politique, ça va entraîner, et là c'est la notion de changement, ça va entraîne d'importants changements dans la société. Il va y avoir des changements
qui vont être positifs, puis il va y avoir des changements qui vont être négatifs. Alors ça ici, c'est notre concept de révolution. On va repasser à l'angle tout de suite. La révolution, c'est lorsque le peuple renverse le régime politique en place, puis ça va entraîner d'importants changements dans la société. Puis comme on va voir, renverser le régime politique, ça se fait souvent dans la violence et dans le sang. Lorsqu'il y a une révolution, il y a des gens qui vont mourir. Le peuple se bat pour avoir des droits. Dans le plus grand nombre de cas, c'est de renverser ce qu'on va appeler la tyrannie. Donc, ça va entraîner d'importants changements dans la société. Et lorsqu'on va travailler la Révolution américaine, qu'on va travailler les conséquences de la Révolution américaine, on va traiter de ces changements, de ces conséquences. C'est ici, la Révolution, c'est lorsque le peuple renverse le régime politique en place. La notion de régime politique, tu devrais déjà avoir vu ça en secondaire 1. Et on l'a divisé en deux types de régime politique. Il va y avoir le régime politique démocratique et le régime politique non démocratique. Dans un régime politique non démocratique, c'est une personne ou quelques personnes qui vont diriger. Tandis que dans un régime politique démocratique, déjà à la base, il va y avoir des élections pour choisir qui va diriger. C'est déjà une différence entre les deux. Alors ici, on a notre définition de révolution. La notion que le peuple peut renverser un régime politique ou, si vous préférez, un gouvernement qui est en place, c'est quand même assez récent. C'est en lien avec les idées du siècle des Lumières, qui va être notre période historique ici. Ce que je vais te faire, c'est qu'on va écrire siècle des Lumières, puis c'est un siècle. Et l'idée derrière le siècle des Lumières, dans le mot il y a lumière, dans le mot lumière il y a éclairer, c'est qu'on cherche à éclairer les gens, les sortir de leur ignorance. Le siècle des Lumières, on l'a déjà fait précédemment, on l'avait mis de 1701 à 1800. Mais ce qu'on va essayer de dire, c'est que ça se passe au 18e siècle. C'est. Puis ce que je vais te donner, c'est que je vais te donner les idées de base des idées des Lumières. Au prochain cours, on va voir en profondeur le siècle des Lumières. On va voir les philosophes qui vont amener les idées. Mais pour l'instant, je te donne les idées de base. Quelles sont les idées des Lumières? Je vais te donner 3 caractéristiques, puis qu'on va les approfondir au prochain cours. La première caractéristique des idées des Lumières, c'est le fait que les êtres humains vont avoir des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, ce sont les droits de base des êtres humains. Pour nous, c'est quand même quelque chose d'acquis aujourd'hui, mais on parle de droit à la vie, droit à l'égalité, le fait d'être représenté, le droit à la propriété, de pouvoir posséder quelque chose.
c'est des droits fondamentaux pour l'être humain. L'autre caractéristique, ça fait partie des droits fondamentaux, mais je veux vraiment l'écrire, mais c'est le droit de se révolter. C'est l'un des philosophes des Lumières, John Locke, qui va dire que si jamais ton gouvernement abuse de son pouvoir et profite de sa population, la population a le droit de se révolter et de combattre pour sa liberté. Ça va être derrière les idées derrière la Révolution américaine. Et une autre idée des Lumières, et ça va être la séparation des pouvoirs. On va revenir sur la séparation des pouvoirs lors des prochains cours, mais faut que tu le vois comme répartir le pouvoir entre les citoyens dans des institutions. Pour pas que ce soit seulement une personne ou plusieurs personnes qui contrôlent tout le pouvoir sur un territoire, ou que ce soit juste une petite partie du gouvernement qui ait le pouvoir, qui décide de tout. Le but, c'est qu'il y ait plusieurs personnes dans le gouvernement qui se surveillent les uns les autres et qui s'assurent qu'il n'y a personne qui va abuser de son pouvoir. Alors ça ici, ça va être les caractéristiques. Tu peux déjà repasser au crayon à l'encre dessus. Donc résumé, on va avoir le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières va être au 18e siècle. On l'a déjà placé sur notre ligne du temps précédemment. Les idées de base des Lumières. Il va en avoir d'autres, mais c'est les principales. Celle qui va être en lien avec la Révolution américaine. Il va y avoir les droits fondamentaux. Qui sont les droits et libertés dans un pays, comme le droit à la vie, à l'égalité, le droit à la propriété. La deuxième caractéristique, c'est le droit de se révolter. J'aurais pu aussi parler de rébellion, de soulèvement. Ce sont toutes des caractéristiques, pas des caractéristiques, mais des synonymes. Et la dernière idée, c'est la séparation des pouvoirs pour ne pas qu'une seule personne ou qu'un petit groupe d'individus puisse tout contrôler. Alors ça ici, ce sont les caractéristiques du siècle des Lumières. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter le territoire de l'Angleterre. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ce sont des territoires que tu vas entendre parler. Je vais te mettre ici Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est deux territoires. Ça va être l'Angleterre et l'Écosse. Quand on va parler du Royaume-Uni, on va parler de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande. Ici, je vais écrire Grande-Bretagne.
Là, tu te demandes lequel terme que je devrais utiliser, Monsieur Lauzon. Ben, moi, je te suggère d'utiliser toujours Angleterre ou Grande-Bretagne. Comme ça ici. Et là, je vais y aller avec l'Angleterre. Je vais te définir le système politique, c'est-à-dire le régime politique de l'Angleterre. Je vais te marquer ici Angleterre en haut. On va laisser de l'espace ici. Et là, ce qu'on va travailler sur la carte, on va se faire une petite légende ici en haut à droite. On va travailler deux caractéristiques sur la carte. Je vais te faire un carré comme ça ici. On va d'abord travailler la métropole britannique. C'est ça qu'on va avoir sur notre carte. Je répète qu'il y a une métropole, plusieurs colonies. Et l'autre qu'on va travailler, ça va être les territoires et colonies britanniques. Comme ça ici. Tu peux déjà le passer au crayon à l'encre noire. Et la légende. Comme ça ici. Ici, je vais utiliser le terme, on va effacer tantôt, et je vais te présenter le système politique ou le régime politique en Angleterre. Ce que je vais te faire faire ici, je vais te faire un petit signe pour dire qu'on passe d'un à l'autre. Je vais écrire Angleterre. Et l'Angleterre va avoir un régime politique qui va être démocratique malgré la présence du roi. Le roi va avoir certains pouvoirs et le Parlement va avoir un pouvoir. C'est pour ça qu'on parle de monarchie parlementaire. Il va falloir faire la distinction entre une monarchie parlementaire et une monarchie absolue. Voilà comme il y a deux types de monarchie à ce moment-là en Europe. Il y a la monarchie parlementaire, où le pouvoir va être séparé entre le roi et le Parlement. Il va y avoir la monarchie absolue, où ça va être le roi ou la reine qui va posséder tous les pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'une monarchie parlementaire? Puis là, on parle d'une sorte de séparation de pouvoir, c'est le partage du pouvoir entre et là ça va être très important, Parlement, puis là on va l'écrire en lettres majuscules, et je vais écrire roi, barre oblique, reine. Tout dépendant qui va diriger le territoire. Donc, une monarchie parlementaire, le pouvoir est partagé entre le Parlement et le roi et la reine. Pourquoi ça peut devenir démocratique? Je vais te prendre le Parlement ici. Le Parlement, lui, ses caractéristiques plus importantes, ça va être élu
par le peuple. C'est-à-dire que c'est la population qui va décider qui va aller au Parlement et prendre les décisions. Quand on parle d'élection, on parle de représentation. Donc, le député, celui qui est élu, représente une très grande partie de la population. Puis de l'autre côté, on va avoir le roi et la reine. Et ces gens-là ne sont pas élus par le peuple. Leur pouvoir, lui, il est héréditaire. Ça veut dire de père en fils. Je suis roi parce que mon père ou ma mère était roi ou reine avant moi. Puis lorsque c'est élu par le peuple, on va parler de régime politique. Démocratique. Et lorsqu'on va avoir des élus, et là, les élus vont avoir le pouvoir réel de décider. Alors ça, c'est le système politique, le régime politique en Angleterre. C'est une monarchie parlementaire. Le Parlement a une partie du pouvoir, mais le roi d'Angleterre a aussi une partie du pouvoir. C'est un régime politique démocratique. Là où le problème dans le système politique, c'est que c'est la métropole. Dans la métropole, il va y avoir des élections, mais pas dans les colonies et dans la majorité des territoires britanniques. La métropole va imposer ses décisions dans ces colonies, et c'est ça qui va poser le problème avec les 13 colonies. Les habitants des 13 colonies vont vouloir être représentés au Parlement, mais le Parlement et le roi d'Angleterre vont refuser. Je te laisse refaire tout ça ici au crayon à l'encre noire. Notez aussi que dans la monarchie parlementaire, le roi a ce qu'on appelle un droit de veto. Il peut annuler une loi, il peut refuser une décision du Parlement. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui en Angleterre. Le roi et la reine ont ce pouvoir, mais c'est plus quelque chose qui va être utilisé aujourd'hui. À la limite, le roi d'Angleterre peut aussi annuler une loi canadienne si il le veut, mais je lui souhaite bonne chance si jamais il fait ça aujourd'hui. Il va y avoir une crise politique. Une fois que tu as terminé, tu peux effacer ici ta légende et sur la carte. Maintenant, le code de couleur. Pour ce qui est de la métropole britannique, on va la mettre en mauve. Et le territoire et les colonies britanniques, on va les mettre en rouge. Donc, pour ce qui est de la métropole britannique, on va parler de la métropole, ça va être tout dépendant des livres d'histoire et des cahiers d'exercice, il va y avoir des différences entre la métropole. Est-ce que la métropole, c'est la Grande-Bretagne? Est-ce que la métropole, c'est juste l'Angleterre? Est-ce que la métropole, c'est le Royaume-Uni? Moi, j'ai décidé d'y aller avec la Grande-Bretagne. Ça va être le territoire qui va être situé ici. Ici, si vous regardez, on peut faire un petit zoom. Dans le sud de la Grande-Bretagne, vous allez avoir l'Angleterre et dans le nord, vous allez avoir l'Écosse. Et moi, ce que je vais faire, c'est fort simple. Je vais
colorier ça ici en mauve pour dire que c'est la métropole britannique. Et là, ici, après ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dessiner le territoire qui va être en lien avec les 13 colonies. On l'a déjà fait sur la carte précédente, mais nous allons le faire encore. Ici, on va y avoir l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, Afrique, Europe, Asie et Océanie. On a nos océans. On va voir l'océan Atlantique qui va être ici. On va voir l'océan Pacifique de chaque côté parce que la Terre est ronde. Si on va à une plus petite échelle, vous allez avoir la France, l'Espagne, le Portugal. Vous avez le territoire, ce qui est aujourd'hui le Canada ici et les États-Unis. Alors, je vais te placer le territoire des 13 colonies. Je vais le mettre comme ça ici. Et là, c'est une carte qui est approximative. Ça ici, ça va être les 13 colonies. On rappelle que la colonie, comme on l'a déjà travaillé, a un objectif, c'est celui d'enrichir sa métropole et c'est souvent à l'aide de ressources naturelles. Alors ici, on va écrire 13 colonies. Ça ici. Ça va être le territoire qui va mener à la création des États-Unis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller effacer notre crayon à la mine, puis on va aller placer des territoires qui vont appartenir à la Grande-Bretagne, à la métropole britannique. Puis tu vas voir qu'il y a beaucoup de territoires à travers la planète qui appartiennent à l'Angleterre. Et la première des choses, c'est qu'on va effacer ça. Puis, je vais aller te placer le truc. Bon, première des choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier ici les 13 colonies. C'est un territoire qui appartient à l'Angleterre. Mais ça ne s'arrête pas là. La majorité de l'Amérique du Nord va appartenir à l'Angleterre. Donc, ce que je vais te faire ici, tu vas bien voir, c'est que je vais te tracer un contour au crayon rouge un petit peu plus foncé. Puis je vais te délimiter les frontières de l'Empire britannique en Amérique du Nord. Comme ça ici. Tout ça, c'est territoire qui va appartenir à l'Empire britannique, qui va être des territoires et des colonies. Et déjà là, ici, je vais en profiter pour faire tous les îles de l'archipel dans le nord, parce que ce sont des territoires qui appartiennent à l'Empire britannique. Donc, au moment de la Révolution américaine, le territoire du Québec, qui va porter le nom de Province of Quebec, parce que c'est en anglais, est un territoire qui va être britannique. Et là, ici, tu peux, à l'intérieur, colorier le Canada. Il va y avoir ici la ligne qui va être les Appalaches. À l'ouest des Appalaches, ça va d'abord être des territoires qui vont être exclusifs aux Autochtones. Par la suite, vont être donnés aux habitants de la province de Québec, afin d'avoir leur allégeance et leur soutien, pour qu'ils soient fidèles au roi d'Angleterre. Malheureusement,
pour le roi d'Angleterre, ça va avoir des impacts dans les 13 colonies et eux vont être les habitants vont être en colère de cela. Voilà, ça ici c'est pour l'Empire britannique en Amérique du Nord. Là, en Amérique, dans les Antilles, il y a quelques territoires. C'est pas évident à faire. Mais ce que je vais te faire, c'est que je vais te faire placer des petits territoires qui vont être ici, là, comme ça. Dans les Antilles, les Britanniques vont avoir des îles pour exploiter les ressources naturelles. En Amérique du Sud, on va avoir juste un petit bout de territoire ici. Parce que l'Amérique du Sud est contrôlée par le Portugal et l'Espagne. À travers l'océan, je ne vais pas te colorier tout, mais il y a plusieurs petites îles qui vont appartenir aux Britanniques, mais on ne va pas les placer sur la carte. En Europe, bien sûr, l'Irlande est un territoire qui appartient à l'Angleterre. Et ici, petit, sur la pointe de l'Espagne, on va faire un petit point rouge. C'est Gibraltar. Gibraltar, c'est un territoire britannique. Gibraltar, c'est un moyen de contrôler le commerce et les bateaux qui entrent et qui sortent de la Méditerranée. Pour ce qui est de l'Afrique, je ne sais pas si vous savez, mais l'Empire britannique a beaucoup de territoires en Afrique. Même ça va être un chapitre complet qu'on va voir, c'est quand les colonies en Afrique vont se décoloniser et vont laisser faire leur métropole. Et on va voir ici. Le but, c'est je veux pas que tu nommes. Le but, je veux pas que tu nommes les territoires. C'est pas ça. Mais je veux que tu comprennes où sont les Britanniques à peu près. Ils vont se retrouver sur tous les continents. C'est ici. Et là, pour l'Afrique, on va aller peinturer un gros bout d'Afrique. D'abord, toute l'Afrique du Sud, jusqu'à la mer Rouge, ça va être des territoires qui vont être britanniques. Ce que je vais te faire faire ici, je vais te faire faire une ligne comme ça. Une ligne ici. Comme ça. Prends ton temps, on n'est pas pressé. On va faire une petite courbe comme ça. Puis on va remonter jusqu'à la mer Méditerranée ici. Et ici, on va remonter jusqu'à la mer Rouge. Et tout ça, ça va être des territoires qui vont être contrôlés par les Britanniques. Donc l'Afrique du Sud a été colonisée par les Britanniques. Même l'Égypte, à ce point-là, est contrôlée par les Britanniques pour le commerce. Et au Moyen-Orient, on a d'autres territoires qui sont en lien avec les routes commerciales et l'exploitation des ressources naturelles. On va voir ici. Ici. Et finalement, comme ça. Ce sont tous les territoires au Moyen-Orient et en Afrique qui sont contrôlés par les Britanniques. Déjà là, ici, on a une grande partie de la planète qui va être occupée, contrôlée, exploitée par les Britanniques. Je rappelle qu'une métropole,
Son objectif, c'est d'accumuler beaucoup de richesses. Et les richesses vont venir des colonies qui vont être en Amérique du Nord ainsi qu'en Afrique. C'est le commerce qui va enrichir l'Angleterre. C'est pas tout. Vous pensez que c'était fini, mais c'est pas tout. L'Inde, puis des territoires autour de l'Inde vont aussi appartenir à l'Angleterre. Ici, on va faire l'Inde. Puis on va descendre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais te faire prendre ton crayon noir. Je vais te faire écrire ici Inde et ici Afrique du Sud. Tu peux l'écrire tout de suite au crayon à l'encre noire. Et le dernier territoire qui va être contrôlé par les Britanniques, je vais te le faire écrire ici, ça va être l'Australie. Au moment où on fait la carte, avant la Révolution américaine, écoutez, l'Australie n'est pas vraiment encore colonisée par l'Angleterre, mais ça va venir. C'est pas très compliqué. Comment est-ce que la Grande-Bretagne prend possession des territoires? Il va y avoir des explorateurs, il va y avoir des bateaux de commercial, des bateaux de commerce qui vont passer. Puis ils vont arriver et dire hey, il n'y a pas personne ici, et moi. Ah, oh, ça appartient au roi d'Angleterre. Voilà. C'est comme ça que l'Angleterre prend possession des différents territoires. L'Australie va être un territoire, devenir une colonie britannique. Il va y avoir aussi la Nouvelle-Zélande, qui est au sud-est de l'Australie. On va avoir la Malaisie, qui va aussi être un territoire colonie britannique. On va voir ici. Et nous allons compléter. Avec cela. Alors ça ici, c'est les territoires qui vont être des territoires et des colonies britanniques. Et tout ça, vous voyez là comme des grands comptoirs commerciaux. Et les comptoirs commerciaux servent à envoyer vers la métropole, qui va être ici la Grande-Bretagne ou l'Angleterre. Le but, c'est d'envoyer le plus de ressources naturelles vers la métropole. Les ressources naturelles vont être transformées en produits manufacturés et vont être envoyés dans les colonies en Amérique du Nord, en Afrique, en Inde et plus tard en Australie. Et une fois que les produits sont vendus dans les différents territoires et colonies, l'or et l'argent vont revenir en Angleterre pour enrichir l'Angleterre. Et là, ici, on va parler généralement des marchands britanniques. Et c'est eux qui vont avoir une grande influence dans les décisions politiques prises dans la métropole, particulièrement dans le Parlement. C'est ça qui va conclure notre carte d'aujourd'hui. Lors du prochain cours, on va voir les 13 colonies et le concept de révolution plus en profondeur.